Salut les étudiants, j'espère que ça va, que vous êtes bien confinés chez vous. Alors, dans cette vidéo, on enchaîne sur la suite du TD sur les polymères. Donc là, je fais la deuxième partie du premier exo de la feuille de TD sur les applications du cours. Donc pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo, il y a le lien vers la première partie. L'énoncé est dans le descriptif. Une playlist sur les polymères est dans le descriptif. Et puis, si ces petites vidéos de cours et d'exo vous aident, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas, pardon, de mettre un petit pouce, un petit com, etc. Voilà, allez, sans transition, on s'y met tout de suite, let's go. Donc dans la quatrième question, on vous dit que ci-dessous, on a les variations avec la température du module de Young pour deux polystyrènes de tacticité différentes, atactique et syndiotactique. Alors, pour rappel déjà, la formule du polystyrène, c'est la suivante. Donc on obtient par polymérisation du styrène. Donc, on va représenter le polystyrène atactique. Donc, dans ce cas-là, par rapport à la chaîne hydrocarbonée que je vais représenter dans le plan, en fait, on va avoir un enchaînement dans lequel les groupements phényls sont positionnés vers l'avant ou vers l'arrière de manière aléatoire. Donc, par exemple, je peux avoir 2, 3, 4 phényls du même côté, puis 2 à nouveau de l'autre côté, etc. Bref, il n'y a aucune stéréorégularité, on a un enchaînement aléatoire. Alors que pour le syndiotactique, donc là je vais faire un petit peu la même chose, si je représente une portion de la chaîne, je vais avoir une alternance, un phényl vers l'avant, un phényl vers l'arrière, un phényl vers l'avant, un phényl vers l'arrière, etc. Voilà. Et puis il y a aussi on pourrait représenter le polystyrène isotactique, donc je vais le représenter juste après, même s'il n'est pas demandé dans l'exercice. Isotactique, tous les groupements phényls seraient du même côté par rapport à la chaîne représentée en zigzag, ce qui donne ça. Voilà, tout simplement. Alors, donc on nous demande d'attribuer courbe, donner une représentation de chacune des chaînes, ça c'est fait. Et quelles sont les caractéristiques de ces polymères? Donc là, le mot-clé un peu, c'est la stéréorégularité, c'est-à-dire qu'on va trouver dans les chaînes syndiotactique et isotactique une stéréorégularité, alors que atactique, on a dit que l'enchaînement était aléatoire. Donc à partir du moment où il y a de la régularité, on va avoir pour ce type de polymère-là un caractère cristallin plus marqué. Alors que dans le cas de l'atactique, où là, on n'a pas d'enchaînement, on n'a pas de stéréorégularité, on aura un caractère plutôt amorphe, a priori. Voilà, donc je peux juste donner cet élément de comparaison. Et maintenant, on va s'appuyer sur les courbes. Alors regardez bien, dans la courbe A, on voit qu'on a une seule chute du module de Young pour une température de à peu près 120 degrés Celsius, alors que pour le polymère B, on a une petite chute du module de Young pour cette même température, puis une chute du module de Young plus importante. Donc là, il faut se rappeler quoi? Il faut se rappeler qu'un polymère semi-cristallin, il a deux températures de changement d'état. Il a une température de transition vitreuse, donc en fait la transition vitreuse va être dans cette zone-là, TG. En bleu, c'est pas du tout visible, donc je vais rester avec du jaune. Donc on aurait la TG qui est par ici, alors que la fusion se fera après. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour la courbe B, en fait, on a une TG et une T fuse. Donc on a un polymère qui est semi-cristallin. Alors que pour la courbe A, tiens, je vais le faire en rouge, hop, on a uniquement une TG. Donc là, on a un polymère amorphe. Et puis, en s'appuyant sur ce qu'on a dit, on arrive à attribuer. Le plus amorphe, c'est l'atactique. Donc là, c'est le polystyrène atactique. Alors que pour la courbe bleue, ça va être le polystyrène syndiotactique. Voilà pour cette question. Allez, on passe à la suite. Donc pour la question 5, on compare le nylon 6,6, qui est la macromolécule représentée à gauche, et le nylon 6 qui est à droite, avec des taux de cristallinité respectivement de 70% et de 35%. Donc le nylon 6,6 à 70%, donc en fait il est plus cristallin
que l'autre à 35%, expliquer et donner l'allure de leur module de Young en fonction de la température. Bon bah, ici, il faut se rappeler que plus des chaînes macromoléculaires vont être bien alignées et avec une forte cohésion, plus on a des chances d'avoir une structure régulière et donc un caractère cristallin marqué. Donc là, on va raisonner sur la liaison hydrogène. Donc pour rappel, la liaison hydrogène, elle est optimale énergétiquement, c'est là où elle est le plus forte, c'est quand les trois atomes sont bien alignés. Regardez par exemple, comme ici, on a bien l'azote, l'hydrogène et l'oxygène qui sont alignés. Même chose ici, 6 atomes plus loin. Même chose en bas, etc. Donc vous voyez, là, on a bien des liaisons hydrogènes qui ont une géométrie linéaire. Maintenant, si vous regardez dans le nylon 6, ben, on va retrouver la même chose ici. La même chose, mais 12 atomes plus loin. Et par contre, je vais le mettre dans une autre couleur, bah, ici, on aura bien une liaison hydrogène, mais qui a une géométrie, vous voyez, moins favorable, puisqu'on a une géométrie coudée. Et donc, ce n'est pas la disposition dans laquelle la liaison hydrogène est la plus forte. Donc, cette liaison hydrogène moins forte va laisser plus de liberté aux chaînes de bouger les unes par rapport aux autres. Du coup, qui dit plus de mouvement des chaînes les unes par rapport aux autres dit plus de caractères amorphes, et donc ça permet d'expliquer que le nylon 6 est plus amorphe que le nylon 6,6. Ok ? Bon, maintenant on va tracer l'allure du module de Young en fonction de la température. Alors qu'est-ce qu'on doit avoir compris ici ? Eh bien, c'est que dans les deux cas, on a des polymères semi-cristallins. Ça veut dire que pour ces deux polymères, on va avoir une température de transition vitreuse et une température de fusion. Alors si par exemple je commence par tracer, donc je vais faire en jaune le nylon 6,6, on aurait une allure comme ça avec une première chute de module de Young qui correspond à la température de transition vitreuse. Ensuite j'ai de nouveau un plateau et une deuxième chute qui correspond aux zones, à la fusion des zones cristallines. D'accord ? Donc je me retrouverai avec quelque chose comme ça. Donc ça serait la courbe pour le nylon 6,6. Alors qu'est-ce que ça va changer pour l'autre ? Globalement, les valeurs de TG et T fusent. Alors on peut dire effectivement qu'elles varient un peu, mais c'est pas là-dessus que je vais insister. Mettons que je représente, on va dire en vert clair, le nylon 6. Et bien en fait, comme le taux de cristallinité est plus bas, en proportion, j'ai plus de zones amorphes, moins de zones cristallines, ce qui fait qu'on va plutôt avoir quelque chose, vous voyez, comme ceci, la même chose à peu près au début. Au niveau de la chute de ATG, comme j'ai plus de zones amorphes, la chute est plus importante. Ensuite, on a un plateau qui est plus bas. Et on a une chute moins importante au niveau de la fusion parce qu'on a moins de zones cristallines. Donc en vert, ce serait le nylon 6. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est que dans tous les cas, pour un semi-cristallin, on a deux chutes du module de Young, une pour TG, une pour T fuse, et l'amplitude de ces chutes de module de Young dépendent en fait du taux de cristallinité. Donc là, la courbe jaune, j'ai peu de zones amorphes et beaucoup de zones cristallines, donc plus grosse chute ici, alors qu'en vert, j'ai une grosse chute au niveau de la zone amorphe et moins de zones cristallines, donc la température de fusion, j'ai une chute du module de Young moins marquée. Voilà, dans la question 6, on a encore une question pour interpréter l'ordre observé pour les températures de transition vitreuse qui va nous permettre encore de vérifier qu'on a bien compris ce concept de transition vitreuse. Donc je le rappelle, une température de changement d'état, c'est une mesure en quelque sorte indirecte de l'énergie qu'il faut fournir pour changer d'état. Voilà. Donc pour rompre des interactions intermoléculaires. L'idée va être la suivante. Plus il faut fournir d'énergie pour mobiliser les chaînes les unes par rapport aux autres, plus TG est élevé. D'accord ? Ce qui veut dire que ça, on peut le relier aux interactions intermoléculaires. Plus les chaînes ont une forte cohésion, plus je dois fournir d'énergie, plus TG est élevé. Voilà, je vous ai noté cette phrase. Plus les interactions entre les chaînes sont importantes, plus il faut fournir de l'énergie pour faciliter le déplacement des chaînes les unes par rapport aux autres, plus TG augmente. Ça vaut peut-être le coup de mettre pause et de noter cette phrase. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on a compris que c'est les interactions intermoléculaires qu'il faut regarder. Donc par exemple, dans la chaîne PE, c'est le polyéthylène. Donc là, j'ai clairement quelque chose une longue chaîne qui est apolaire, aprotique. Donc les interactions interchaînes, c'est uniquement les interactions de London. Alors que par exemple, ici, j'ai quelque chose de polaire, puisque j'ai des chaînes avec... donc dans tous les cas, c'est aprotique. En tout cas, c'est aprotique, mais on a des chaînes avec des liaisons polarisées, puisqu'on a des polyéthers oxydes. Ce qui fait que ici, je vais avoir que seulement les interactions de London. Ici, on va avoir toutes les interactions de Van der Waals, London, Debye, Kizom.
Même chose ici, et on voit qu'il y a en proportion plus d'oxygène par rapport au carbone que dans le polymère précédent, ce qui explique que la TG augmente encore. Donc là, c'est vraiment directement lié, c'est directement lié aux interactions interchaînes, cette augmentation de la TG. Je vous rappelle que vous avez aussi des exemples dans le poly de cours. Alors dans la question 7, on demande quelle est l'influence du taux de réticulation sur les propriétés physiques d'un polymère. Et puis là, on va s'appuyer sur un exemple qui est assez classique, le polyisoprène, donc le caoutchouc naturel en fait, qu'on peut obtenir à partir de l'EVA, qu'on va vulcaniser, et ce qui permet en fait de faire les caoutchoucs que vous avez l'habitude de rencontrer, on va dire, dans la vraie vie. Hein. Donc par exemple les élastiques d'entraînement, du caoutchouc vulcanisé, vous en avez dans les pneus. Bref, quasiment tous les caoutchoucs en fait que vous allez trouver dans l'industrie. Bon, pour répondre à cette question, je pense que le plus efficace, c'est encore d'utiliser une courbe qui donne le module de Young en fonction de la température. On y va. Bon, si par exemple je choisis de représenter en jaune la courbe qui correspondrait au caoutchouc naturel, on aurait quelque chose comme ça, donc hop, avec une chute du module de Young au moment de la TG, donc qui serait par exemple par ici. Maintenant, le fait de réticuler, de faire des réticulations entre les chaînes, en fait, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des chaînes macromoléculaires, on a des chaînes, mais qui sont liées les unes aux autres, donc c'est plutôt un ensemble de chaînes, mais qui fait une énorme macromolécule. Il va y avoir deux effets. La première chose, vous devez vous dire logiquement, si j'augmente les réticulations, ça veut dire que ça va être plus difficile de mobiliser les chaînes les unes par rapport aux autres, parce qu'en plus d'être liées par des interactions intermoléculaires, elles sont liées par des liaisons covalentes. Donc ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par une augmentation de la température de transition vitreuse. Donc l'influence des réticulations, c'est déjà que la TG, elle va augmenter. Ça, c'est le premier truc. Et puis la deuxième chose, c'est que même une fois qu'on a passé cette transition vitreuse, le matériau est moins déformable, puisqu'il y a une meilleure cohésion entre chaînes. Donc le module de Young, dans l'état souple, entre guillemets, va remonter également. D'accord ? Donc ça veut dire que les deux effets de la réticulation, c'est les deux flèches que j'ai représentées ici. Et si bien que si je trace la courbe hors caoutchouc vulcanisé, je vais le mettre en vert, j'aurai quelque chose qui aurait par exemple cette tête-là. Vous voyez ? Donc ça va un petit peu minimiser la chute du module de Young et puis la retarder aussi. Et puis la situation limite, je vous rappelle tout ça, c'est dans mon polycopier de cours. Mais si vous avez quelque chose de très 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 réticulé, la situation limite, on le voit dans le poly de cours, c'est en fait, on a un plateau comme ça et on voit même plus de transition vitreuse. Voilà. Bon, la question 8, rappelez les 4 types d'enchaînements rencontrés dans les copolymères. Alors là, ça va être très rapide, les amis, parce que cette question, elle est assez simple, c'est pas là-dessus que j'ai envie de passer du temps. Donc, voilà, petite copie de ce qu'on avait dans le cours. Voilà, on a donc deux types de matériaux, homogènes et hétérogènes, vous allez voir pourquoi. Donc les 4 enchaînements, c'est ça. Copolymère statistique, ça veut dire que si j'ai 2 unités de répétition, en fait elles s'enchaînent de manière complètement aléatoire. On a le copolymère alterné, là c'est 1 sur 2, AB, 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 vous voyez. Pourquoi c'est homogène ? Parce que imaginez que vous avez votre matériau, vous zoomez dessus. Qu'est-ce que vous allez voir ? Globalement, on voit toujours, que ce soit statistique ou alterné, si on a si on a suffisamment d'unités de répétition, on voit toujours à peu près autant de A que de B. Et donc on a quelque chose d'à peu près homogène. Les matériaux hétérogènes, c'est les copolymères à bloc. J'ai un enchaînement de A, donc un très long enchaînement de A, parfois c'est 100 ou plusieurs centaines d'unités, et des enchaînements très longs de B. D'accord ? Ou les copolymères greffés, donc une très longue chaîne de A, et des chaînes de B greffées directement sur la chaîne de A. Voilà. Alors, on donne le motif du copolymère suivant. Reconnaître les monomères et les nommer. Bon, là, normalement, on voit assez facilement qu'on peut découper comme ça. Voilà. Pour retrouver les unités, les monomères. Bon, le premier monomère, du coup, naturellement, ça va être... celui-ci. Hop. Donc, le cyanoéthylène. Et le deuxième, ça va être le suivant. Donc là, c'est COCH3.
Donc en fait, si je peux le représenter comme ceci, hein. C'est une alpha Enon. Voilà. Donc là, c'est la butane, pardon, but 3N2On qu'on a ici. But 3N2On. Et donc, combien de températures de transition vitreuse présente ce copolymère? Bah, là, il faut essayer de représenter, on s'appuie sur la question 8, il faut reconnaître l'enchaînement. Donc, on voit que c'est pas alterné, c'est pas du bloc, et c'est pas du greffé. Donc, clairement, on voit qu'on a un copolymère statistique. Donc, qui dit copolymère statistique dit bah, c'est un matériau homogène. Et s'il est homogène, a priori, bah, on va avoir simplement, donc là on partirait plutôt sur du amorphe, ou quoique, c'est pas sûr, mais peu importe, on ne vous demande pas les températures de fusion, on vous dit combien de températures de transition vitreuse. Là on a une seule TG, une seule température de transition vitreuse. Pour avoir plusieurs températures de transition vitreuse, il faudra avoir justement des matériaux hétérogènes avec des zones plutôt de cyanoéthylène, des zones plutôt de but 3N2On, et dans ce cas-là, on aurait deux températures de transition vitreuse distinctes. Je vous renvoie au document de cours où c'est expliqué. Et nous voilà déjà arrivés à la dernière question. Donc là, il va falloir attribuer les courbes de traction ci-dessous aux trois comportements suivants: fragile, ductile, élastomère. Bon, le fragile, il n'y a pas trop de doute, puisqu'on voit ici que pour un allongement très faible, ça va péter. Le ductile, ça va être cette courbe-là. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail, surtout que je l'ai fait dans les vidéos de cours déjà. Donc je vous rappelle, il y a le lien vers la playlist en descriptif. Il faut prendre le temps de bosser le cours, évidemment. Mais donc dans le ductile, on va avoir la zone de déformation élastique où la loi de Hooke est suivie. Ensuite, on a une zone de déformation plastique, une striction, et puis le point de rupture qui est ici. Et enfin, l'élastomère. Alors là, je pense ma courbe, elle est un peu pourrie. C'est-à-dire que bon, l'élastomère, il peut aller à un allongement quand même beaucoup plus loin que les autres, parfois dans les 600%. Donc là, on a l'élastomère. Voilà, d'ailleurs, évidemment, c'est très très caricatural ces courbes, parce que là, on a un comportement linéaire, en fait, ce qui n'est pas forcément le cas. Si vous voulez, je vous mettrai des liens où on voit très bien qu'on a des comportements un petit peu différents. Ça dépend des élastomères. Bref, voilà pour ça. Voilà les chimistes, bon, je ne sais pas combien de temps aura duré cette vidéo, j'espère avoir été assez efficace. N'oubliez pas, si ça vous a aidé, de mettre un petit pouce, évidemment, et puis posez vos questions dans les commentaires. Pensez toujours, prenez l'habitude, faut que je le dise en début de vidéo, mais d'aller jeter un œil dans le descriptif, parce que je peux mettre des documents, je peux mettre des vidéos qui sont liées, qu'il fallait voir avant, et parfois il m'arrive aussi, comme tout le monde, de faire des erreurs, et donc dans ce cas je mets un errata. Donc ça peut être bien si des fois vous dites oulala, je suis pas trop d'accord avec ce qu'il a dit. Alors bon, j'espère ne pas trop faire d'erreur non plus, mais ça peut m'arriver comme tout le monde dans certains exos. Voilà, je me plante sur une application numérique ou autre, et quand on me le fait remarquer ou quand je m'en rends compte, je mets systématiquement un errata, soit en commentaire épinglé, soit dans le descriptif. Donc si vous voyez quelque chose des fois voilà, de pas net, commencez toujours par là. Enfin bon, normalement là, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, je vais enregistrer la suite du TD, et puis bon courage à tous, à très vite, ciao.